de la notion politique. Et il y a ce qu'il dit dans la conférence de l'ère des neutralisations et des dépolitisations. Alors, je viens d'évoquer toute la trame de la réflexion de Carl Schmitt, on le voit maintenant, tourne autour des rapports de conjonction et de disjonction de l'État et de la politique. Alors, il faut bien comprendre que s'il y a une originalité de Schmitt, c'est de saisir la politique de manière non substantielle. Et j'en donnerai ici la définition la plus précise finalement qu'il en a fournie. Je cite, exactement compris, le politique ne désigne qu'un degré d'intensité d'une unité. Dès lors, l'unité politique peut posséder et rassembler en soi des contenus divers, mais elle indique toujours le degré d'unité le plus intense à partir duquel se définit la distinction la plus intense, la distinction entre amis et ennemis. C'est la formule qu'on retient en général de Carl Schmitt, c'est l'opposition à l'ennemi. L'idée essentielle, c'est d'assigner le politique à un degré donc d'intensité des rapports, un degré extrême d'association et de dissociation. Toute activité humaine peut devenir politique, dès lors qu'il s'inscrit en elle le processus de dissociation, où elle est le lieu où peuvent finir par s'affronter des camps opposés. Alors, la politique, de fait, la possibilité constante dans tout groupement humain de surgissement d'un antagonisme dont le terme ultime est ultimement l'affrontement guerrier. Mais la politique, il faut faire quand même attention à ça avec Carl Schmitt, ne s'identifie jamais à la guerre. Elle a au contraire pour but de la contenir dans certaines limites, mais conceptuellement, l'horizon de la pensée politique, c'est la guerre. C'est la situation limite qui permet de définir la situation normale. On va revenir sur quelque chose qui est une constante de la pensée de Carl Schmitt, c'est-à-dire qu'on ne pense bien qu'en pensant aux limites. Donc, pour bien penser finalement à la politique, il faut la penser en référence à la guerre. C'est-à-dire, il faut la penser envers la possibilité d'un affrontement qui peut aller jusqu'à l'anéantissement, à la dissociation la plus radicale. Vous verrez que, peut-être, si on a le temps de le dire, il généralise cette idée de la nécessité de penser aux limites quand il passera plus précisément une définition de l'État. Alors, le politique, c'est une énergétique finalement des groupements humains. Il est dissocié de tout fondement anthropologique. Ça, c'est important de voir qu'il n'y a pas de fondement anthropologique. Il ne fait pas une description de la nature humaine. Bon, il ne vise pas ni la bonté primitive des hommes, ni peut-être, il ne pose pas en principe leur méchanceté, comme on pourrait peut-être le trouver chez Hobbes. Ici, méchanceté et bonté radicale, ça ne nous sert à rien. Le concept d'État est indissociable de l'idée qu'il appartient au gouvernement et au pouvoir souverain. Il y a une assimilation, comme Schmitt parle d'État, il parle de gouvernement, bon, ce qui est assez particulier. Il appartient donc au pouvoir souverain de détenir le monopole politique, donc de la désignation de l'ennemi public. C'est précisément de ce monopole que dépendra l'existence de l'unité politique et l'association des affrontements civiques. L'État doit être appréhendé comme un phénomène historique, il est inscrit dans un processus auquel il apporte des réponses particulières à chacune de ses phases. Alors, c'est cette évolution de l'État occidental que Schmitt va synthétiser dans l'étude qu'on a indiquée sur les processus de neutralisation et de dépolitisation. La définition de l'État, je le précise ici, par Carl Schmitt donne consistance à ce qu'on appelle son décisionnisme. L'État, dit-il, est celui qui fait loi au moment décisif, celui qui détient la décision souveraine, source ultime de tout droit. Et Carl Schmitt, qui est très important, rappellera toujours que tout droit est d'abord politique. Ce sont les pouvoirs décisionnels qui confèrent à l'État son statut prééminent
par rapport à l'ensemble des corps intermédiaires de la société civile. C'est parce que le statut le tien séparé de la société civile qu'il permet de relativiser toutes les fractions et de neutraliser les antinomies sociaux. Donc il y a cette idée qui est très importante chez Ashwin, c'est que l'État doit rester distinct de la société civile. Alors, je vais vous donner une idée un peu concrète de cette idée. Finalement, c'est une idée qui va transmuer dans nos institutions. Si on réfléchit à l'idée de la Ve République, au départ, l'idée du pouvoir du président distinct du pouvoir de l'Assemblée, totalement distinct, si on regarde les textes initiaux, répond un peu à ce schéma. Et il ne répond pas innocemment, puisque les pères de la Constitution de 1958, c'est René Capitan, un grand juriste français, qui est un lecteur assidu de Carl Schmitt. Donc, là aussi, il y a une filière de pensée juridique à voir. Et donc, l'État est politique parce qu'il parvient à créer l'unité, en écartant ou en relativisant l'ennemi public par sa décision. L'ennemi n'est autre que l'élément de division incompatible avec, j'insiste, la représentation de l'unité politique dont l'État est le dépositaire. Ça, c'est la notion quand même très centrale, c'est que l'État est représentation de l'unité. Donc, et on verra, si on avance un peu, c'est qu'en fait, l'unité politique, elle existe à travers cette représentation. C'est la représentation qui crée ce qui est représenté. Cette notion qui est fondamentale, qui vient d'abord d'une interprétation de Hobbes. Mais c'est très important. Donc, pour que ça fonctionne, la politique étatique chez Schmitt, il faut que la société civile est forcément divisée parce qu'il y a des groupes dans la société civile, des antagonismes, des différences, c'est celle de la masse des hommes, elle reste distincte de l'État. Mais c'est l'État qui doit porter la représentation de cette unité. S'il n'est plus capable de porter la représentation de cette unité, il cesse d'exister. Et une décision, la plus fondamentale, c'est celle instituant l'ordre génétique. C'est donc l'exercice du pouvoir constituant et politique, parce qu'elle est toujours quelque chose qui tranche. Tranche entre un pour et un contre. Décider, c'est trancher. Il y a toute cette problématique de la décision, Carl Schmitt, ça peut jouer en plusieurs sens, mais c'est l'idée qu'on ne peut pas réduire la décision politique à un processus d'exécution d'une procédure rationnelle. Pas parce que c'est irrationnel, mais ce n'est pas l'exécution d'un programme logique. Prendre une décision politique, c'est, si on voit ce qu'on a dit Derrida, c'est toujours affronter l'indécision. C'est affronter l'indécidable. Décider, c'est affronter l'indécidable. Ce n'est pas exécuter un ensemble de conséquences logiques qu'imposerait une vision rationnelle d'une situation. Donc, et cette idée de décision, bon, elle est très importante chez Carl Schmitt, mais elle va certainement au-delà du contexte purement politique. Donc, si la politique, de façon radicale, c'est bien donc là d'instituer un ordre, toujours évocable, un ordre logique, et c'est un acte qui est toujours polémique. En ce sens, aucun état de droit, ça c'est une grande idée chez lui, et l'état de droit n'est jamais naturel. Ce qui veut dire que pour que ça fonctionne, il suppose une mobilisation des affects. C'est-à-dire, à travers la représentation, oui, l'État doit mobiliser des affects. C'est bien ce qui s'est passé historiquement. Les mouvements comme les nationalismes, comme les mouvements communistes, ont mobilisé énormément d'affects, surtout d'une vision d'unité politique. Dans l'ère des neutralisations et des dépolarisations, ce que montre Carl Schmitt, c'est qu'il y a, au fond, une transformation progressive de l'État
occidentale, en fonction de ce qui se passe dans la société civile, de ce qu'il appelle les sphères d'activité dominantes à l'intérieur de la société civile, et qui vont coïncider donc avec des lieux où va se jouer la discrimination et le partage qui permettent à l'État de procéder à la distinction entre amis et ennemis. Et il est surtout attentif aux deux extrêmes du processus, donc le moment original de la formation de l'État moderne, la neutralisation des conflits religieux, on l'a évoqué, et le moment final du XXe siècle, qui vont émerger la technique comme champ spécifique prééminent. Alors, cette histoire de la technique, c'est quand même une réflexion d'époque. L'invasion, la technicisation, qui est en fait une conséquence au fond du développement de ce qui s'est passé à partir de la guerre civile, c'est-à-dire ce qu'on appellera une militarisation de la société et une croissance, une mobilisation de toutes les ressources et une utilisation massive de toutes les techniques au service de la puissance. Cette idée du rôle de la technique comme devenir des sociétés humaines gouvernées par des normes techniques, on va retrouver ça dans une partie de la réflexion qu'on aura dans l'Allemagne entre deux guerres. Bon, on parlera notamment des travaux, des réflexions de Ernst Junger, mais on pensera aussi à Heidegger, l'impérialisme technique. Voilà une autre façon dont va se jouer la dépolitisation, la dépolitisation. Et donc, sa phase initiale exceptée, donc celle de la technicisation de l'État-alité, le processus de neutralisation n'entraîne pas une neutralité du pouvoir, mais opère des repositionnements stratégiques qui permettent à l'État de définir un ennemi comme pour un ennemi commun pour la communauté politique qui sert à éduquer l'hostilité à l'intérieur du territoire sur lequel l'État exerce sa souveraineté, imposant donc la discrimination et qui produit une homogénéisation de la communauté. Alors, ça veut dire que très rapidement, on peut voir que l'État va être plutôt un État sauvage juridique au XVIIe siècle, après il sera plutôt un État national, militaire au XIXe siècle, etc., et puis un État économique, technique au XXe siècle. Il y a cette évolution. Alors, ça signifie que pendant toute cette période, l'État reste capable de disposer du monopole de la politique, c'est-à-dire le monopole de la capacité de dire qui est l'ennemi, mais réciproquement, il faut bien comprendre ceci, qui est capable de discriminer finalement qui n'est pas l'unité politique, et donc qui est capable de dire qu'est-ce qui fait l'unité politique, qui est capable de représenter l'unité politique. C'est la condition, effectivement, de la capacité de dire qui est l'autre, qui peut être mon ennemi, c'est la capacité de se représenter soi-même comme distinct de l'autre. Et c'est ça que doit assumer en permanence l'unité politique, l'État. Alors, on voit que entre le XVIe siècle et le XXe siècle, on a, au début du XXe siècle, on a un monopole du politique qui est assuré par l'État. La décision finale appartient toujours à l'État. Or, c'est ça le grand changement, c'est le moment où s'opère une disjonction entre l'État et la politique. Et là, on revient sur la critique du régime parlementaire libéral que va illustrer pour l'Allemagne la Constitution de Weimar, qui va renforcer les structures intermédiaires, notamment le poids des partis politiques, qui est important en Allemagne à l'époque, et va consacrer un pluralisme politique, et qui va donc faire de l'État un organe de représentation de ces formes, de ces forces qui participent à la formation de la volonté de l'État. Donc ça, c'est une disjonction, puisque la notion de représentation change. On a vu que dans un premier temps, l'État était chargé de la représentation politique. Ici, on va avoir un État qui est représentant des intérêts des composantes de la société.
C'est ça le parlementarisme. C'est-à-dire des groupes représentent des intérêts de la société et on va discuter, à tenter d'harmoniser par des procédures diverses, par les procédures justement du parlementarisme, à faire cohabiter ces conflits d'intérêts. On va les traiter dans le cadre de la procédure du parlementarisme, mais les instances de gouvernement seront des représentants, en un sens nouveau, non pas des représentants de l'unité politique qui sera définie de manière absolue par l'État, mais des représentants des intérêts constituants de la société. Donc la notion de représentation s'inverse. On n'est plus représentation d'un principe, à la limite, on peut dire, transcendantal, mais représentant des intérêts immédiats des groupes qui n'envisagent que leur intérêt spécifique à l'intérêt de l'État. Alors, pour que, on l'a dit, le monopole étatique du politique supposait cette indépendance de l'État par rapport à la société civile. L'écroulement de la conception traditionnelle de l'État s'opère donc à partir d'un double moment, on l'a vu. D'une part, il y a le fait de la révolution bolchevique. Je cite Carl Schmitt. La tradition s'écroulera quand l'État perdra le monopole du politique et d'autres instances politiques en lutte effective lui contestèrent, et avant tout lorsqu'une classe révolutionnaire, le prolétariat industriel, fut devenu un nouveau sujet effectif du politique. D'un autre côté, le parlementarisme constitue une structure d'opportunité pour des groupes d'intérêts qui menacent l'unité de l'État. Cette perméabilité de la sphère étatique par rapport à la société civile conduit à réduire l'État à un objet de compromis entre des groupes ayant un pouvoir social et économique. Donc, affaissement total de la position de l'État. Alors, on va faire une nuance quand même. Ce que critique, bon, je ne ferai pas de Schmitt un démocrate à 100%, mais ce n'est pas la démocratie qui est fondamentalement. Hein? Heureusement qu'elle ne fait pas un démocrate à 100%. Non, mais c'est pas un démocrate à 100%. Mais on verra si on entend dire, parce que c'est amusant, on retrouve un peu les textes. Alors, il y a un texte qui date de 1907 où Carl Schmitt, vous savez de quoi il discute, d'un point de vue juridique, de la possibilité d'un référendum d'initiative populaire. Ça en 1929. C'est assez amusant. Et bon, quand Schmitt dit bon, ça ne marche pas, bon, lui, il n'est pas fondamentalement unique. La seule démocratie qu'il engage, c'est une démocratie plébiscitaire, c'est-à-dire l'approbation, on est encore dans la 5e République. C'est la démocratie plébiscitaire. Mais juridiquement, effectivement, pour lui, le référendum populaire n'a pas de sens du point de vue de la conception qu'il a de l'État. C'est l'État, c'est l'État, le titulaire de l'État, le gouvernement qui peut solliciter l'expression du peuple, mais le peuple, dans sa particularité, ne peut pas dire ce qui est souhaitable pour l'État, parce qu'on sera au départ sur des éléments particuliers, et pour prendre une formule de Gall, il dit le peuple ne sait pas ce qu'il veut. Il peut juste dire oui ou non. Il ne sait pas ce qu'il veut, mais il ne sait pas ce qu'il pense, mais il peut dire oui ou non. Donc je ferme la parenthèse sur le référendum d'initiative populaire. Alors, il y a une certaine nostalgie à évoquer donc, chez Hobbes l'État européen classique. Donc il dit que, voilà, je le répète, son État fut d'instaurer la paix à l'intérieur, d'exclure l'hostilité en tant que concept de droit. Il avait réussi à réprimer les guerres privées, l'institution du droit municipal, le retour, à mettre fin aux guerres de religion, et qui étaient des guerres, alors très intéressantes. Chacun considérait que sa guerre était juste. Et donc il a établi la tranquillité, la sécurité, l'ordre à la limite de son territoire. Et quand on dit tranquillité, sécurité, ordre, c'est la définition de la police.
Donc l'État souverain, c'est un État de police. En effet, au sein de l'État, il n'y a plus de politique, on l'a évoqué, à moins qu'on désigne par ce terme, dit Schmitt, les intrigues de cour, les frondes ou les troubles de quelques malcontents. C'est vraiment rien du tout. Ainsi, à l'instant où l'État s'est assuré le monopole du politique, alors la politique semble disparaître de l'espace public pour laisser exclusivement la place à des tâches de sécurité intérieure et extérieure. L'accomplissement de l'État souverain réside finalement paradoxal dans la suppression du politique au sens de la confrontation entre les représentants d'intérêts et des valeurs politiques divergentes. L'effet de la constitution de l'État souverain était donc une neutralisation des effets des conflits dans son territoire. Le monopole politique d'État reposait donc sur deux éléments. La territorialisation de l'unité politique, qu'il était en situation d'incarner, et sa séparation avec la société civile où subsistaient des groupements intermédiaires aux intérêts divergents. En ce sens, la dépolitisation doit s'entendre comme un processus qui affecte l'État lorsqu'il n'est plus en mesure d'asseoir l'affirmation de l'unité politique sur sa distinction avec la société civile, donc des lieux de conflictualité qui se déplacent historiquement. Si à l'intérieur de l'État souverain, il n'y a plus de politique, cette situation est remise en cause dès lors que sur un domaine particulier de la société civile, une conflictualité se met en place qui est assez puissante pour fournir une définition de l'unité antagonique à celle du pouvoir politique. C'est ce qui se passe avec la lutte de classe prolétarienne. On définit un sujet politique qui construit un front d'antagonisme qui n'est plus maîtrisé par l'État par ses moyens traditionnels. Au moins au niveau de sa fonction qui est de la représentation de l'unité. La représentation de l'unité n'est plus étatique, l'État devient, dans la théorie marxiste, c'est un organe uniquement répressif au service d'une classe particulière. Ainsi, la domination du secteur économique produit un dédoublement. D'une part, il met en place un jeu de relations qui ne peut être contenu dans la définition territoriale de l'hostilité étatique, mais en même temps, elle produit un espace où pourra s'affirmer des regroupements des hommes selon une position paraissant non étatique, la lutte des classes. La doctrine du prolétariat révolutionnaire se pensera justement, je viens de dire, comme élimination de l'État. L'inverse, politiquement, le renversement sur le plan politique de la lutte des classes d'origine économique, c'est la disparition de l'État. Finalement, la plus importante transformation de la politique de la structure étatique, en tant que monopoliser la l'État, va apparaître pour Carl Schmitt ce qu'il appelle le processus de sa technicisation. C'est en fait, alors on peut comprendre cette notion, une politisation intégrale résultant d'une confusion de l'État et de la société civile qui aboutit au monopole du premier. L'État intervient partout, dans tous les domaines de la vie sociale, mais l'État n'est plus représentant de l'unité, mais devient le gestionnaire des intérêts qui dominent dans la société civile. Alors, je vais évoquer une notion qui est un peu trouble chez Carl Schmitt, c'est la notion d'État total. Trouble parce qu'elle est confusion qu'il a entretenue avec la notion qu'on a, qui est propre au nazisme. Alors, il y a deux aspects possibles du devenir de l'État total dans la perspective de Carl Schmitt. Il y a le type représenté par l'Union soviétique. Ici, tout est politisé, traversé par un affrontement qui ne se joue plus sur le terrain d'une réalité territorialement limitée, mais d'une guerre civile mondiale. C'est un État total fort parce que le parti, porteur d'une définition nouvelle de l'unité, se confond avec l'appareil étatique. Il a bien compris un truc, c'est que la spécificité de l'Union soviétique, c'est l'absorption de l'État par un parti. Et il y a, en contrepartie, un État total faible, celui des régimes démocratiques libéraux, un État neutre, qui ne prétend plus à la représentation légitime d'une unité, mais consiste dans l'application généralisée de procédures rationnelles et techniques produisant un consensus entre les intérêts divergents. On a cette idée de consensus qui
qui est aujourd'hui dans la télé. Jean, ce qui serait intéressant aussi, c'est la discussion. Il y a des choses que... Bon, j'ai été un peu long. Non, il y a des choses que tu pourras dire aussi pour répondre Oui. aux différentes objections. Tu voudrais encore, on est arrivé au bout de l'heure, on a un peu dépassé. Oui, alors, tu voudrais encore combien de temps pour finir Bon, okay. Je vais sauter un peu des trucs, je vais vous parler de Chantal Mouffe, si vous voulez. Oui. Pour voir comment c'est repris un petit peu chez elle, et comment ce qu'on a évoqué a une continuité. Bon. Donc, en fait, vous voyez ce qu'on a évoqué, un certain domaine, la transformation du pouvoir étatique, les formations d'un impérialisme non territorial, la technicisation de l'État, qui est de plus en plus un État digestionnaire et pas décisionnaire. Bon, tout ça a un écho contemporain et elle a été, cette liaison avec les années 40 a été donc explorée par Chantal Mouffe, notamment dans un texte qui s'appelle, je ne sais pas si vous voulez, un ouvrage qui s'appelle Le paradoxe démocratique. Mais très récemment, elle a fait un ouvrage qui s'appelle pour un populisme de gauche qui reprend un petit peu ces événements. Là, on va parler exactement comment elle reprend. Alors, dans ce texte, il s'inscrit dans une recherche théorique et politique sur la société démocratique contemporaine. C'est l'objet des recherches de Chantal Mouffe. Je ne vous fais pas l'histoire de Chantal Mouffe parce que c'est un peu compliqué. Elle va prendre appui sur la critique constante et donc argumentée de la démocratie libérale que nous trouvons chez Carl Schmitt. Elle va polariser son analyse, c'est ça qui est intéressant, autour de deux thèmes essentiels dans la théorie politique actuelle: les frontières de la citoyenneté et la nature du consensus comme forme de réalisation de la démocratie libérale. Alors, sur les frontières de la citoyenneté et de la démocratie, on a actuellement, et Mouffe le résume, deux thèses en présence. Pour l'une, il faut sur un plan politique tirer les conséquences de la réalité de la mondialisation. La citoyenneté ne peut plus être confinée aux frontières des États-nations, elle doit être transnationale. Il y aurait ainsi l'apparition d'une citoyenneté cosmopolite, relevant d'une loi cosmopolite à laquelle les citoyens dont les droits ont été violés par leurs propres États pourraient faire appel. On pourrait ainsi parler de citoyens pèlerins, nullement liés à une allégeance à un quelconque État existant. Pour l'autre, celle des défenseurs de la conception républicaine civique de la citoyenneté, ces thèses mettent en péril la forme démocratique du gouvernement. L'État-nation est le lieu nécessaire de la citoyenneté, l'idée de citoyenneté cosmopolite et contradictoire. Alors cette opposition de thèses illustre la tension qui existe entre libéralisme et démocratie. C'est sur ce point que les critiques de Carl Schmitt peuvent nous éclairer. Chez Carl Schmitt, il y a une idée forte, et on l'a évoquée très rapidement, l'homogénéité. On a vu que l'unité statique provoquait l'homogénéité. L'homogénéité est la condition de possibilité de la démocratie. Toute démocratie véritable repose sur le fait que non seulement ce qui est semblable, et là je cite Carl Schmitt, reçoit un traitement semblable, mais encore, conséquence inévitable, que ce qui est non semblable ne jouit point d'un traitement semblable. Dans la démocratie, entre donc comme ingrédient, pour commencer, l'homogénéité et ensuite, si besoin est, la mise à l'écart ou l'exclusion de l'hétérogène. Il faut naturellement bien entendre ce que Carl Schmitt désigne sous le vocable d'homogénéité. Pour lui, la démocratie exige une conception de l'égalité en tant que substance. La similitude est politiquement intéressante et valable seulement en tant qu'elle possède une substance et qu'il existe pour cette raison au moins la possibilité ou le risque de la dissimilitude. Ce qui est
rejeté, c'est que le seul principe libéral de l'égalité entre tous les hommes puisse servir de fondement à un État et donc permettre de définir un mode de gouvernement. L'égalité est saisie d'un point de vue individualiste. Sans le corrélat possible d'une inégalité, ne peut être le fondement politique d'une unité. Pour Carl Schmitt, lorsque l'on confond le principe moral qui gouverne l'idéal libéral de l'individu et le principe politique de la démocratie, on aboutit à ce régime invivable de la démocratie parlementaire libérale. Rien n'est plus vide conceptuellement que l'idée d'une démocratie de l'humanité. La démocratie, comme régime politique, ne peut se fonder que sur un peuple spécifique. Le concept d'égalité qui la fonde est politique, dans le sens que nous connaissons chez Carl Schmitt, ce qui suppose la possibilité d'une distinction. L'homogénéité d'un démos peut se manifester de multiples façons, pas seulement sous la forme nationale. L'important pour Carl Schmitt, ce n'est pas la nature de la similitude sur laquelle se fonde l'homogénéité, mais la possibilité de tracer une ligne de démarcation entre ceux qui appartiennent au démos, qui ont donc des droits égaux, et ceux qui, dans le domaine public, ne peuvent pas avoir les mêmes droits, donc sont hors du démos. C'est par leur appartenance au démos que les citoyens d'une démocratie se voient accorder des droits égaux, et non parce qu'ils participent d'une idée abstraite de l'humanité. Le concept central de la démocratie, c'est donc le peuple. Dans la sphère du politique, les hommes ne se font pas face abstraitement en tant qu'hommes, mais en tant qu'hommes politiquement concernés et politiquement déterminés, en tant que citoyens, comme gouvernants et gouvernés, comme alliés ou adversaires politiques, en tout cas selon des catégories politiques. Alors même les démocraties les plus libérales continuent de distinguer du point de vue des droits démocratiques nationaux et étrangers. Un État est en train de réaliser l'égalité universelle dans le champ politique, sans considération d'homogénéité, produire une dévaluation totale de l'égalité politique et la politique elle-même. C'est le retour de l'idée de la dépolitisation libérale. Carl Schmitt ajoute que cela ne signifie pas la disparition des inégalités substantielles, car l'égalité politique est dépourvue de substance, c'est nécessairement un autre secteur qui dominera la politique, je pense à l'économique, un secteur où s'imposeront dès lors des inégalités substantielles. Il est possible, comme le fait Chantal Mouffe, de commenter ces positions de la façon suivante. C'est une mise en garde pour ceux qui voient dans le processus de mondialisation les bases d'une démocratie mondiale. C'est un éclairage sur la domination actuelle de l'économie sur la politique. Je cite Chantal Mouffe. Il faut en effet comprendre que privés d'appartenance à un démos, ces citoyens pèlerins cosmopolites perdraient en réalité la possibilité d'exercer leurs droits démocratiques de législation. Il leur resterait au mieux que le droit libéral de faire appel à des cours internationales pour défendre leurs droits individuels. En bref, la démocratie cosmopolite risque de n'être qu'une coquille vide et sans le champ libre à la seule rationalité gouvernementale. Attention cependant, la préoccupation de Schmitt, ce n'est pas la participation démocratique, c'est l'unité politique. Et ce d'autant plus que l'État qu'il incarnait semble faire partie d'obsolescence. Pour Carl Schmitt, dans ce sens à l'inspiration classique, la démocratie consiste fondamentalement dans l'identité entre gouvernants et gouvernés. Elle est liée au principe fondamental de l'unité du démos et de la souveraineté de sa volonté. Et si le peuple doit gouverner, il est nécessaire de déterminer qui fait partie du peuple. Sans critère pour déterminer la détention des droits démocratiques, la volonté du peuple ne peut prendre forme. La logique démocratique implique bien un moment de clôture qui exige le processus même de constitution du démos. Le commentaire de Mouffe est ici significatif. Ce moment ne peut être évité, fût-ce dans un modèle libéral démocratique. On peut simplement le négocier de différentes façons, mais l'on n'y parviendra que si cette clôture et le paradoxe qu'elle suppose sont reconnus. En soulignant que l'identité d'une communauté politique démocratique repose sur la possibilité d'une frontière entre nous et eux, Schmitt souligne ainsi le fait que la démocratie comporte toujours des rapports d'inclusion et d'exclusion. L'un des problèmes principaux du libéralisme, qu'on pourrait mettre la démocratie en péril, est précisément son incapacité à conceptualiser ses frontières. Le libéralisme insiste sur l'humanité, mais ce n'est pas un concept politique. Il ne correspond à aucune entité politique, alors que les concepts clés de la démocratie sont le démos et le peuple. Schmitt alerte donc
quant au danger de la logique libérale dans l'exercice de la démocratie. Naturellement, là où Schmitt tend à voir une contradiction insurmontable, Mouffe voit dans des approches divergentes une tension, la politique libérale démocratique consistant à ses yeux en un processus constant de négociation et de renégociation de ce paradoxe constitutif. Cela correspond à la partie de la critique de Schmitt relative à l'effet de dépolarisation du pluralisme du régime parlementarisme libéral, incapable de produire une unité politique consistante. Et conjointement, Schmitt initie la critique d'une autre tendance contemporaine, celle du règne de la technique, qui tend à substituer dans le domaine politique au règne de la décision la mise en œuvre de processus relevant d'une rationalité impartiale. Je tiens ainsi au débat contemporain, autour de la visée de l'établissement d'un consensus comme finalité du régime démocratique. Mouffe utilise la position de Schmitt, au fond, sur l'impossibilité d'évacuer le conflit en politique pour en critiquer une division essentielle théorisée dans la conception de la démocratie délibérative, à laquelle nous pouvons attacher en particulier le nom d'Habermas. Pour aller rapidement à l'essentiel, ce modèle, qui fonde la légitimité sur la rationalité, suppose un processus de délibération publique réalisant des conditions idéales, impartialité, égalité, ouverture et absence de concession, unanimité. À l'évidence, c'est d'abord une idée régulatrice, car empiriquement, il est peu probable que nous agissions comme un être purement rationnel, ignorant les intérêts et les affects qui gouvernent notre vie en société. Mouffe relève que si nous prenons en compte l'analyse de Carl Schmitt, les rapports d'inclusion-exclusion inscrits dans la constitution politique du peuple requis pour l'exercice de la démocratie, nous devons reconnaître que les obstacles à la réalisation de la situation du discours idéal, au consensus sans institution qui en découlerait, sont inscrits à même de la logique démocratique. Mouffe reprend ainsi une formulation que l'emprunte à Derrida: la condition de possibilité de l'exercice de la démocratie consiste aussi dans la condition d'impossibilité de la légitimité démocratique telle qu'elle est envisagée par la démocratie délibérative. Conclusion radicale de Mouffe: dans une société libérale démocratique, le consensus est et sera toujours l'expression d'une hégémonie et la cristallisation des rapports de pouvoir. La frontière entre ce qui est et ce qui n'est pas légitime est une frontière politique. Elle doit toujours être susceptible d'être contestée. Pour Mouffe, cette conception aboutit à une élimination du pluralisme de la sphère publique. Ça fait très bien comme conclusion, je pense.